Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce jeudi 24 janvier, moins de cambriolage mais plus d'agressions en 2012 dans le Gard. La sphère familiale est de plus en plus touchée par ces violences. C'est ce qui ressort du bilan de la sécurité présenté aujourd'hui en préfecture. Le froid, la neige et le verglas qui touchent la France depuis plus d'une semaine font les bonnes affaires des salins du Midi. À Aigues-Mortes, les camions font la queue pour charger le sel de déneigement. Et puis en fin de journal, je vous propose de guetter les signes du temps au Carré Sainte-Anne de Montpellier. Le temps décliné par 8 artistes dans l'expo Signs of Time. L'éthylotest obligatoire dans chaque véhicule, c'est pas pour tout de suite. Ce matin, Manuel Valls a annoncé qu'il reportait une nouvelle fois l'application de cette loi, pourtant entrée en vigueur en juillet dernier. Un report s'inédié. Le ministre de l'Intérieur attend l'avis du Conseil national de la sécurité routière pour prendre une décision. À Gignac, où est implanté le premier fabricant d'éthylotest mondial, on s'inquiète notamment pour les emplois. Écoutez. J'attends aussi les conclusions du groupe de travail sur les éthylotest. Mais au vu du calendrier, puisque le report était prévu pour le 1er mars, des difficultés qui concernent ces éthylotests, cette mesure est reportée sine die. Cette décision est juste un message d'information qui dit que pour l'instant, il faut patienter, attendre la décision du Conseil national de la sécurité routière, chose qui avait déjà été annoncée le 27 novembre dernier. Donc aujourd'hui, on est dans une position d'attente. Je crois qu'il faut être un petit peu patient, laisser le temps se faire, le travail de la commission se faire, et puis attendre la décision finale qui sera apportée, on l'espère, assez rapidement, puisqu'en effet, cette position d'attente génère quelques inquiétudes en termes de maintien de l'emploi. Et cette problématique-là, en effet, va commencer à être un petit peu inquiétante pour nous. Donc il va falloir qu'on s'organise différemment. Et l'an dernier, suite au vote de la loi portant sur l'obligation de disposer d'un éthylotest dans son véhicule, la société Contralco à Gignac était passée de 67 à 140 salariés pour répondre à la forte progression de la demande. Après l'Hérault en début de semaine, les chiffres de la sécurité 2012 ont été dévoilés aujourd'hui pour le Gard. Le gros point noir, ce sont les violences physiques. S'il y a de moins en moins d'agressions dans les rues, de plus en plus de faits de violence se produisent au sein du cercle familial. En termes de sécurité routière, en revanche, le nombre d'accidents de la route est en baisse, même s'il reste bien sûr encore beaucoup d'efforts à faire. Les détails avec Olivier Michel. En 2012, sur les routes du Gard, 68 personnes ont perdu la vie contre 71 en 2011. Une baisse de 4,2% à relativiser. En un an, 52 000 excès de vitesse ont été constatés. Une vitesse qui, avec l'alcool, reste les premières causes de mortalité routière. L'alcool est présent dans 39% des accidents que nous avons constatés en zone gendarmerie, des accidents mortels. 34% des accidents au global, mais 39% des accidents mortels. Donc on voit bien que tout ce qui est alcool, drogue, constitue des facteurs aggravants pour la mortalité sur la route. Donc là aussi, bien sûr, il doit y avoir une action répressive, mais il faut impérativement que nous soyons également dans une action préventive. Du côté de la délinquance, on note une baisse de 6,7% des atteintes aux biens et parmi elles, des vols avec violence, des vols à main armée, mais aussi des cambriolages. On en a 6148, on en avait un petit peu plus l'année précédente, ça reste à un niveau qui n'est pas acceptable. Soit en moyenne 17 cambriolages par jour. Reste un chiffre en hausse de 1,3%, c'est celui des atteintes aux personnes. Les violences sexuelles font un bond de 45%, passant de 195 cas à 284. Des violences aux personnes qui se déroulent de plus en plus dans le cercle familial. S'agit-il simplement de faits qui sont maintenant portés à la connaissance de la justice, de la police ou de la gendarmerie qui ne l'étaient pas auparavant? Ou est-ce qu'il s'agit d'une dégradation des relations au sein des familles entre hommes et femmes? J'ai plutôt le sentiment que c'est une dégradation de la situation. Des atteintes aux personnes dont le taux d'élucidation est aussi en hausse avec 58,8% des cas résolus. Les victimes sont d'ailleurs encouragées à déposer plainte. Le gouvernement vient de créer un site de pré-plainte en ligne.
Une réunion pour sauver Jalat dans le Gard. Une centaine de salariés du fabricant de chaussures de sécurité de Saint-Hippolyte-du-Fort étaient rassemblés ce matin devant la préfecture à Nîmes, alors qu'une réunion se tenait entre le préfet, les élus locaux, les syndicats et les dirigeants. Parmi les points abordés, le coût social du projet de restructuration ou encore les perspectives pour le site gardois. 4 ans après la mise en œuvre d'un premier plan social, la direction du groupe JAL avait présenté en novembre dernier son plan de restructuration aux salariés. 57 suppressions d'emplois étaient alors annoncées. Aujourd'hui, le climat social semblait plus serein. Écoutez. Les salariés, encore une fois, été mobilisés. Ça fait depuis 2 mois qu'on est mobilisés sur nos propositions, c'est-à-dire 650 000 paires pour que la pérennité du site de Saint-Hippo soit préservée. Donc là, on a eu cette réunion en préfecture qui gèle le plan social, le calendrier du plan social. Donc, il a été établi. Il va y avoir un accord qui va être fait avec les organisations syndicales, l'État et la direction. Ces négociations vont démarrer début février et vont se terminer le 7. Normalement, le 7, il faudrait qu'on ait un accord définitif. On a vraiment avancé, même si encore une fois, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Mais tout le monde est d'accord, en tout cas, tout le monde a acté le principe qu'on se donnait un petit peu de temps pour travailler sur un certain nombre de points qui sont déjà identifiés. Et avec l'objectif clair qui est à la fois de réduire l'impact social du plan et deuxièmement de donner des perspectives au site de Saint-Hippolyte-du-Fort. Ces derniers jours, les camions défilent à Aigues-Mortes alors que les intempéries font grelotter une bonne partie de la France. Au Salin du Midi, c'est la haute saison. Pour faire face à la forte demande de sel de déneigement, les salins produisent 900 tonnes de sel par jour en ce moment. Reportage Vincent Pereira pour midilibre.fr. Suite aux intempéries de ces derniers jours, les collectivités territoriales et les communes de la région ont utilisé de nombreuses quantités de sel de déneigement. À Aigues-Mortes, dans le Gard, au Salin du Midi, depuis une semaine, un balai incessant de camions vient reconstituer les stocks de sécurité du Languedoc-Roussillon, de l'Aveyron, du sud du Massif central et même de la Creuse, au-dessus de Limoges. Nous avons des camions qui viennent sur le site. Nous avons une capacité d'à peu près 44 camions, ce qui représente à peu près 900 tonnes par jour sur ce site en termes de capacité. Même si le site des salins d'Aigues-Mortes est moins dédié que son voisin au sel de déneigement, les salins de Giraud dans les Bouches-du-Rhône, il en a fourni malgré tout l'année dernière 47 000 tonnes. Cette année, depuis le 1er juillet, puisque notre année fiscale commence au 1er juillet, nous avons livré à peu près 7 000 tonnes. Et naturellement, les quantités ont augmenté puisque la semaine dernière, nous avons livré 1200 tonnes. Et nous continuons à livrer sur ce type de tonnage. Les prévisions de production sur les salins d'Aigues-Mortes pour l'année 2012-2013 seraient de 30 000 tonnes de sel de déneigement contre 220 000 pour le sel alimentaire et chimie. Il faut savoir que le sel de déneigement en France est estimé à 1 200 000 tonnes. Le groupe Salin représente à peu près 65%, c'est-à-dire à peu près 800 000 tonnes. Et sur ce marché, notre site principal au niveau du Midi, c'est Salin de Giraud. Nous avons à peu près à Salin de Giraud 500 000 tonnes de sel en stock. Et nous livrons le sel par barge qui remonte le cours du Rhône. Les auditions reprennent dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match Cesson-Montpellier du 12 mai dernier. Ce matin, les compagnes des frères Karabatic, Géraldine Pillet et Jennifer Priez, ont été entendues par le juge d'instruction en charge de l'enquête. De son côté, Luka Karabatic a été entendu en début d'après-midi. L'ancien joueur du MAHB aurait confirmé sa version des faits. Son frère Nicolas est convoqué mardi par le juge d'instruction. Pour ses avocats, c'était l'occasion aujourd'hui de poser la question de l'acharnement dont ferait l'objet l'international de handball, selon eux. Écoutez. Encore une fois, c'est le jour du quart de finale contre la Croatie que ces choses-là, qui sont prétendument des éléments nouveaux qui ne sont pas du tout, sont étalés dans la presse et l'élimination, vous le savez, de l'équipe de France hier, la prestation hier soir de Nicolas Karabatic, qui jusqu'à maintenant a été le meilleur joueur de son équipe. Moi, je pose la question suivante, qui veut la peau de Nicolas Karabatic ? Qui veut la peau de Nicolas Karabatic? Pourquoi veut-on la peau de Nicolas Karabatic? Et pour savoir qui et pourquoi, il suffit de chercher à qui profite le crime. Nicolas Karabatic et les experts qui ont été éliminés du mondial 2013 de handball par la Croatie hier soir, 30 buts à 23. Autre élimination, celle de Montpellier qui quitte la Coupe de France de football. Le MHSC a été défait par Sochaux, 3 buts à 2 hier à la Mosson. Une défaite scellée dans les prolongations. Résumé du match, Rudy Dahan.
À la Mosson, l'objectif était clair pour René Girard et son groupe, profiter de ce 16e de finale de Coupe de France face à Sochaux pour essuyer l'élimination de la semaine dernière en demi-finale de la Coupe de la Ligue et la défaite de samedi dernier au Stade Vélodrome. Et tout avait commencé de la meilleure des manières. 15e minute, Gaëtan Charbonnier profite d'un bon service de Rémi Cabella pour ouvrir le score, bien aidé par une top pailladène qui trompe le gardien sochalien. Mais voilà, la domination des Lyonceaux finit par payer 2 minutes avant la fin de la première période. Roy Contou égalise en déviant un bon ballon donné par Julien Corchia, mais à la sortie des vestiaires soufflante de René Girard aidant, le jeune latéral du MHSC Mathieu Deplagne double la marque sur corner. La paillade commence à y croire, mais cela deviendrait presque une habitude. Les pensionnaires de la Mosson se relâchent peu avant la fin du temps réglementaire. Geoffrey Jourdain y va de sa boulette. Résultat, Bakambu recolle à la marque. Direction les prolongations donc pour connaître à quelques exceptions près le même scénario qu'à Marseille. Une défaite 3-2, c'est Mikari qui offre la victoire aux Sochaliens en nettoyant la lucarne de Jourdain d'une puissante frappe du gauche à la 108e minute. Montpellier éliminé de cette Coupe de France qui enchaîne donc sa 3e défaite consécutive, toute compétition confondue. Les Montpelliérains forcément déçus. Réaction à l'issue de ce match recueilli par Jean Brun. Quand on a le match en main et qu'on peut gagner ce match, tu te fais égaliser, tu prends un but derrière encore, c'est vraiment dur. Dans les têtes, c'est le pire qui puisse arriver. Il faut rester concentré pendant 90 minutes, voire plus. Là, c'était 120 minutes. Donc, il y a des sautes de concentration qui nous sont fatales et qui nous coûtent chaque fois le match. Dans le vestiaire, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au transfert, tout ça, tout ce qui peut se dire, il n'y a rien qui nous tracasse. Après, voilà, c'est sur le terrain. Il faut qu'on fasse les efforts les uns pour les autres et qu'on reprenne l'habitude de mouiller le maillot pour l'équipe. Montpellier qui reçoit à nouveau Sochaux demain soir à la Mosson pour le compte du championnat de Ligue 1. Cette fois-ci, coup d'envoi à 20h. En water-polo, Montpellier également éliminé de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, les nageurs du MWP ont été battus 16-8 par Belgrade hier soir dans le bassin d'Antigone. Une lourde défaite pour les champions de France. Écoutez. Très dur, c'est difficile après la trêve hivernale de jouer contre Dubrovnik, Nice et derrière l'Étoile Rouge de Belgrade en l'espace de 15 jours alors qu'on a eu peu de préparation quand même. Donc voilà, ça reflète le score au final, quoi. La moindre erreur, on la paye cash. Dès l'instant qu'on oublie de défendre, de vouloir absolument attaquer et de ne pas travailler pour ses coéquipiers. C'est ce qui s'est passé là ce soir. Le problème, c'est qu'on veut jouer trop individualisme au lieu de jouer le collectif. Bon, là, je suis un peu déçu du comportement, de la non-combativité. Là, c'est pas bon. Donc c'est à nous de régler ça. Montpellier qui doit à présent se ressaisir avant d'affronter Marseille en Coupe de France. Murena, le musée régional de la Narbonne antique, a été dévoilé officiellement aujourd'hui au Conseil régional Languedoc-Roussillon. En 2016, ce musée de la romanité devrait abriter une section recherche et une partie musée. Son originalité, un mur d'exposition de 16 mètres sur 7 pour présenter les quelques 15 000 pièces romaines que compte la collection. On écoute l'architecte du projet, Norman Foster. Le musée est organisé autour du mur, parce que beaucoup de ces restes, de cette exposition, de cette collection, qui viennent des murs de la ville, ont été sauvés. Donc, le mur est un très bon moyen de les montrer, d'un côté pour le public, et de l'autre pour les étudiants. On the other side to scholars, academics. Any architect has to be fascinated by Roman history. Chaque architecte devrait être fasciné par l'histoire romaine, parce que, dans un sens, ils sont les premiers à créer une architecture civilisée, très sophistiquée. Le projet Murena qui représente un investissement de 40 millions d'euros pour la région. Le temps qui passe et qui laisse des traces, c'est le thème de l'exposition Signs of Time. 8 artistes se sont penchés sur la question du fil du temps. Des sculptures, installations ou peintures à voir au Carré Sainte-Anne à Montpellier. Voyez le reportage de Sabine Jean et Paulin Barascude. La sexualité, la violence, la dégradation spirituelle, autant de réalités qui font partie de notre quotidien. 8 artistes d'horizons différents se rejoignent dans leur création où la beauté et l'angoisse se côtoient. Cela a pris plusieurs mois à Richard Lédier pour mettre en place cette exposition. L'harmonisation entre le thème, les artistes et le lieu relève d'un vrai challenge. Je pense que ces œuvres nous disent quelque chose sur cette époque qui est quand même pas très drôle, un peu désespérante parfois. Et voilà, les signes des temps, on peut les voir dans les œuvres, aussi bien dans
les scènes un peu inquiétantes qu'on peut y voir, mais aussi enfin, cette époque qui est un peu étrange et effrayante, elle peut aussi générer une beauté assez stupéfiante, et c'est aussi, je pense que c'est un peu comme un antidote que ces artistes nous proposent. Parmi les exposants, Léopold Rabu, ce peintre suisse, s'inspire de Georges de la Tour, grand adepte du clair-obscur. Ce que j'aime dans mes tableaux, c'est qu'on se dise qu'il y a plusieurs temps différents en une journée. Vous voyez, par exemple, là, il y a des éclairages. C'est comme si le soleil avait fait un tour complet. En fait, j'aime bien, j'aime bien parler du temps qui passe dans mes tableaux. Une vingtaine d'œuvres sont présentées, sculptures, dessins, peintures et photographies. Certaines ont été créées spécialement pour l'événement. Une exposition qui laisse aux visiteurs une possibilité de réflexion et d'interprétation sans limite. Une expo qui court jusqu'au 5 mai au Carré Sainte-Anne de Montpellier. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu demain sur votre chaîne locale pour vos éditions de 12h30 et 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.